Invité de la rédaction. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Laurent Lévy, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. C'est une chance d'ailleurs parce que vous n'habitez pas à Paris. Non. Vous habitez où ? À Jérusalem. Et c'est de Jérusalem que vous gérez votre empire, Optical Center, deuxième, première, troisième enseigne de France, je sais plus. Troisième pour encore un an et premier l'année prochaine, si Dieu veut. Alors, on va ensemble parler, et ça va peut-être étonner nos auditeurs ou pas d'ailleurs, de philanthropie. Okay. Qu'est-ce que c'est pour vous la philanthropie ? C'est juste rendre la justice sociale. Pour moi, la philanthropie, il y a une partie de ce qu'on gagne qui n'est pas à nous, les 10% de dîmes, de maaser. Et chacun a des... Voilà, alors, en général, on gagne, je sais pas, 100. Ok, sur 100, vous payez vos impôts, il vous reste, je sais pas, 80, admettons. Sur 80, il y a 8 qui ne vous appartiennent pas, 10%. Et ces 8-là, chacun est libre de les donner à Pierre, à Paul, à Jacques, à Moshe, à qui vous voulez, suivant ses tendances, suivant ce qu'il aime, etc. Et en fait, cette dîme-là, elle permet de faire et de réaliser ce que l'État ne peut pas faire. Les impôts ont été fixés par Joseph lorsqu'il était en Égypte, on l'a vu la paracha la semaine dernière, 20%, donc 20% des récoltes de Pharaon ont été pris pour les impôts, pour l'État. Donc on sait très bien que le taux d'impôt pour les entreprises sera bientôt à 20, ok, il descend progressivement. En Israël, on est encore à 23, ça va descendre. Les impôts, c'est 20%, mais l'État ne peut pas tout avec ces impôts-là. Il faut que chacun individuellement donne une partie de ses revenus aussi pour combler ce que l'État ne peut pas faire. Alors, c'est étonnant de vous entendre parler parce que vous faites sans arrêt référence, enfin, vous venez de le faire en tout cas, aux textes juifs, aux fondamentaux. C'est important c'est le fondement ? Votre fondement ? Moi, je suis incapable de donner des fruits s'il n'y a pas de racines. Nos racines, c'est la Torah. La différence entre un juif et un non-juif, c'est la Torah. Un non-juif, il n'a pas besoin de faire Shabbat, il n'a pas besoin de manger kasher, etc. Nous, on a le code de la vie, quoi. Après, on peut se comporter comme un juif ou pas, chacun est libre, évidemment. Mais le lien entre la Torah d'Israël, la terre d'Israël et le peuple d'Israël, il est unique. Et c'est pour ça qu'il était important pour vous de créer une fondation. Vous avez une fondation en Israël qui est une fondation importante. La fondation Optical Center à Jérusalem, qui donne des lunettes et des appareils auditifs aux nécessités de Jérusalem et de Judée de Samarie. Alors, un mot, toujours en ce qui concerne cette fondation. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce que vous l'avez créé ? Comment est-ce que les gens viennent ? Comment est-ce que ça se passe finalement au quotidien ? Au quotidien. Donc, c'est une association classique, qui est située à Jérusalem, exactement à l'angle du quartier orthodoxe, du quartier arabe, et du centre-ville de Jérusalem, c'est à rue Ahavat Selet. Dans cet angle-là, donc c'est un bâtiment important. Donc pour entrer, il faut gagner moins de 350 € par mois par personne. Il y a des critères, on vérifie les fiches de salaire, les relevés bancaires, etc. Bon bref, une fois que vous êtes accepté dans la fondation, vous avez une carte. Donc vous pouvez ensuite accéder, vous avez le droit à une paire de lunettes par an. Et puis un appareil auditif tous les 2 ans pour les personnes qui souffrent d'appareil auditif. C'est jusqu'à 20 ans, c'est de 6 ans à 20 ans, et pour les plus de 60 ans. Voilà, pour les personnes nécessiteuses de la ville de Jérusalem et des 150 implantations, des 150 villes juives qui sont en Judée, en Samarie. Vous trouvez votre inspiration dans les textes, dans le judaïsme ? 100%. Et votre management, c'est un management Torah, c'est la Torah en action. Optical Center, c'est la Torah en action. C'est comment on prend la Torah et on la met en place dans les stratégies, dans des process, etc. Je suis parti avec un magasin. Aujourd'hui, on en a 600. On en aura, voilà, on avance progressivement. On sera leader en France, je pense, en optique et en audition en fin 2020. Et les valeurs qui sont mises en place avec toutes les personnes qui travaillent chez Optical Center, alors il y en a chacun on a tous les styles de personnes, bien évidemment. En fait, on prend ces valeurs-là, on les diffuse, et puis on aime notre prochain comme nous-mêmes. Alors donc, ce qu'on étudie chez Optical Center, c'est pas seulement l'optique, la myopie, l'astigmatisme, c'est quoi aimer l'autre. C'est quoi, pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même, etc. Voilà de quoi on parle chez Optical Center. Alors là, on a une recette pour réussir dans la vie. Je crois que vous avez d'ailleurs écrit un bouquin pour comment faire pour réussir. Donc des clés pour réussir. Donc ça, c'est une des clés pour réussir. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est aimer son prochain ? Aimer son prochain comme soi-même. Donc déjà, il faut s'aimer soi-même. Si vous aimez pas vous-même, votre prochain, vous avez peu de chances de l'aimer. Et puis, s'aimer, c'est quoi ? C'est être fier, c'est avoir une bonne estime de soi. Donc ça s'étudie, ça s'apprend. Et une fois qu'on s'aime soi, ensuite on peut envisager d'aimer l'autre. C'est pas mal. Et comment on apprend à aimer l'autre ? D'abord, la première chose, c'est un sourire. Ça paraît ridicule, mais quand vous rentrez dans un magasin, d'avoir un sourire, c'est pas évident, et ça s'apprend. Donc on apprend à sourire, on apprend à rire, on apprend à avoir les yeux qui brillent, et on apprend à aimer la personne qui va rentrer. Le matin, moi je dis voilà, à mes opticiens, vous êtes dans votre douche, vous allez parler globalement à 10 personnes que vous connaissez pas dans la journée.
Vous avez le choix de lui dire, je vais essayer de lui vendre un produit, voilà, un bon morceau de plastique ou du métal, etc. Ou alors vous avez le choix de vous dire, je vais m'intéresser à lui, je vais lui poser des questions. Poser des questions, c'est s'intéresser à l'autre, c'est ce que vous faites là maintenant. Et puis, je vais vraiment savoir. Après, il achète pas, peu importe. Mais en tout cas, j'aurais créé une relation avec quelqu'un dans ma journée. Et là, j'ai gagné. Alors vous êtes un homme avec beaucoup d'idées, puisque on va le voir, hein, vous aimez le foot, vous aimez la musique, et à chaque fois que vous aimez quelque chose, vous créez quelque chose avec ce goût. Donc ça, on va le voir dans un instant. Mais je reste encore sur cette notion de Torah, sur cette notion de texte, sur cette notion d'altérité, parce que c'est de ça finalement dont il est question tout de suite. Est-ce que vous trouvez le temps de l'étude? Parce que oui, tous les jours. J'étudie tous les jours. Alors là aussi, il faut des recettes, hein, parce que comment un homme comme vous, combien de magasins vous avez dit? 600 et quelques. Alors comment est-ce qu'on gère de Jérusalem 600 magasins en étudiant tous les jours? C'est parce qu'on étudie tous les jours qu'on peut gérer tous ces magasins. Le niveau de conscience évolue avec les textes et ensuite c'est très facile, c'est beaucoup plus facile de s'occuper du matériel et du quotidien des affaires par rapport à la difficulté de résoudre les textes talmudiques ou bibliques d'il y a 3000 ou 3500 ans, c'est sûr. Donc ensuite, le discernement est beaucoup plus clair, et ensuite, lorsqu'on prend une stratégie pour de l'audition, ou pour de l'optique, ou pour de l'optométrie, ou de la chirurgie, vous prenez un stylo, puis ça c'est fluide, quoi. Alors vous étudiez vous avez un maître? Oui, j'ai un RAV, oui. J'étudie avec mon RAV, j'étudie seul, j'ai fait des conférences aussi, et puis des choses sur Internet, ouais. J'ai des sujets d'études. Alors, ce qui est très très étonnant quand on regarde votre parcours, je sais pas si c'est étonnant d'ailleurs, mais quand on regarde votre parcours, alors on a bien compris que les textes avaient une importance assez grande dans votre existence. Donc on est dans le passé. Je sais pas d'ailleurs si on peut dire le passé, mais disons qu'on est dans le passé et vous êtes un novateur, c'est-à-dire tout ce que vous faites, vous êtes en avance sur tout le monde dans tout ce que vous faites, parce que ce qui vous intéresse, c'est pas aujourd'hui et ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui va marcher demain. Oui. Alors votre notion du temps, c'est quoi ce grand écart entre ce besoin finalement de se replonger sans arrêt dans des textes qui ont un peu plus de 5000 ans et cette volonté d'être toujours dans le futur? Où est le présent chez vous? Maintenant. Là, je suis dans le présent. Je crois que la maîtrise du temps, elle vient quand on fait Shabbat. Le Shabbat, c'est ce qui permet d'élever toute cette notion de temps de la semaine. Le 7, c'est le fini, comme les 7 notes de musique. Et avec 7, là, on peut tout réaliser. Mais si on n'a que du 6, si on n'est que dans le faire, le produire, et qu'il n'y a pas ce moment d'arrêt, on peut pas élever et remettre à la place un peu tout ce qui a été fait pendant la semaine. Donc une fois qu'on arrive avec ce Shabbat-là, ce 7e jour qui est extrêmement important, et on est vraiment dans le présent, parce que Shabbat, on peut pas penser à ce qui va se passer après, on peut juste passer de ce qui s'est passé la semaine précédente, on vit l'instant présent. Comme là maintenant, je suis à 100% disponible avec vous, et c'est ce moment-là qu'il n'y a pas de plus important sur Terre que ce moment-là pour moi. Maintenant. Et puis dans une minute, ce sera le moment dans lequel on sera dans une minute. Et maintenant, ensuite, entre le passé, les racines et les futurs, qui sont les fruits, en fait, d'accord, si on se compare à un arbre, on regarde le vent entre-temps, et on regarde ce qui est en train de se dérouler, quoi. Le soleil qu'il y a, l'humidité, le taux d'humidité, etc. Alors vous parliez tout à l'heure de musique, vous faisiez référence à la musique. Votre vie, d'une certaine façon, est attachée à la musique parce que vous avez créé quelque chose autour de la musique. Oui, Kikar Musica. Kikar Musica, c'est un concept qui est à Jérusalem. En fait, c'est une place avec une scène et puis des gens qui se produisent toute la journée en live. Des restaurants autour, un musée de la musique hébraïque qui explique tout le parcours du peuple d'Israël à travers les nations durant ces 2000 ans, puis le retour aujourd'hui sur la terre. Et tout ça avec les notes de musique. Je crois qu'on s'est vraiment enrichi de notre passage dans les nations. Il y a eu l'exil, soit. Mais maintenant qu'on a été dans cet exil-là, ça donnait de la musique franco-israélienne ou franco-juive, d'accord. Alors ça donne du Goldman, du Gainsbourg, du Berger, du Jonas, tout ce que vous voulez. En France, ou du Bob Dylan, etc. aux États-Unis. Puis maintenant, cette musique-là, elle revient en Israël, et il y a un taux de création de musique en Israël qui est extraordinaire, du Shai Ribo, du Dan Rachel, tout ce que vous connaissez. Et on va retrouver dans une même musique des choses qui vont venir d'Afrique du Nord. On va trouver du oud. Et puis on va trouver des choses qui arrivent du klezmer, mais dans la même chanson. Et ça donne une richesse et un mélange fabuleux, parce qu'il y a toujours cette racine hébraïque. Je préfère le mot hébraïque que juif. Hébraïque, et puis en même temps, cette création qui est magnifique, quoi, avec ce mélange. Alors notre invité aujourd'hui, Laurent Lévy, le fondateur d'Optical Center. Nous sommes en train de parler philanthropie, temps, Dieu, musique, et ne soyez pas surpris, mais nous allons également parler foot.
Parce que vous adorez le foot. Oui. Et comme à chaque fois que vous adorez quelque chose, il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe avec le foot? Vous avez revêtu un maillot? Ah non, je joue au foot depuis toujours. Bon, d'accord, je joue au foot depuis toujours. Mais on va en Avec parler aussi. Avec on mes va copains. en parler aussi. Ouais, okay. Ça oui. Non, on a créé une équipe de foot cette année là, donc Jérusalem Football Club. D'accord, on est rentré en 5e division, la Liga Gimel à Jérusalem. On est 4e du classement à 15 matchs là. On est à 4 points des 3 premiers. On espère réussir à passer d'ici le mois de juin en 4e division. Et puis voilà, l'objectif il a été clair. Dans 10 ans, Jérusalem Football Club doit être en Champions League, c'est l'objectif. Et on fera ce qu'il faut, on mettra les capacités qu'il faut. C'est très intéressant, on commence tous nos matchs. Avant chaque entraînement, chaque match, il y a un cours de Torah qui est donné par un des joueurs. Et ça donne une dimension, et on est en train de créer un groupe extrêmement fort avec des valeurs. On est à Jérusalem, donc c'est une valeur extrêmement forte. Les joueurs s'impliquent dedans, alors qu'ils soient. Après, il y a pas de. On est au-delà des religions. Il n'y a pas de religion, religieuse, tout ça. Pour moi, ça veut absolument rien dire. Les religions ont été une catastrophe pour l'humanité. Ça a mis les gens les uns contre les autres. Alors que s'il y a un Dieu, c'est Dieu le même pour tout le monde. Et puis il n'y a pas d'humain supérieur ou d'humain inférieur. On a tous un rôle différent à jouer. Et voilà, c'est comment ensemble on arrive à s'unir, d'accord, pour mieux servir et son prochain et Dieu. Voilà. Et donc tout ça c'est enseigné dans le club. Et puis ensuite on va sur le terrain. Et là, on essaie d'avoir une équipe unie. On a un comportement. Le joueur n'a pas le droit de parler sur le terrain. Il n'a pas le droit de critiquer ni l'arbitre, ni son partenaire, ni son adversaire, etc. Donc, il y a un comportement extrêmement. Le comportement est plus important que les résultats. Et les résultats suivent. Alors, ce qui est formidable, c'est que effectivement, vous êtes totalement dans l'équipe. C'est-à-dire que dans votre, c'est ça, dans vos magasins, c'est l'équipe, c'est l'unité. Vous en parliez tout à l'heure. Mes commerciaux ou donc la notion d'équipe est extrêmement importante chez vous. C'est le groupe d'abord. Le groupe d'abord, c'est le collectif. On pense collectif. Si le groupe gagne, alors chacun va gagner. Mais si vous jouez pour vous-même, vous allez perdre. Alors, je voudrais qu'on revienne justement à votre judaïsme. Est-ce que c'est un judaïsme, alors d'études, ça, on l'a bien compris, mais est-ce que l'étude, à vos yeux, va obligatoirement avec la praxie ou pas? Je crois que le plus important, c'est la foi. La foi. Et c'est difficile d'enseigner la foi. Les séfarades ont par tradition, une foi plus forte. Les ashkénazes ont eu plus d'études. Traditionnellement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un ashkénaze n'a pas la foi ou qu'un séfarade ne peut pas apprendre. Ok, évidemment. Donc, le plus important, c'est de relier nos actions à ce créateur, d'accord? Transcendance, voilà, qui est au-delà, qui est impalpable, et pour lequel notre corps est complètement plongé dedans. Okay, donc à partir du moment où notre âme, on se dit voilà, notre âme est une partie de Dieu. Après on se dit ok, très bien. Maintenant quel est notre rôle sur terre? Quel est mon rôle moi de Laurent Lévy? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi, mais également pour comment je vais m'inscrire dans le projet global de l'humanité et comment je vais pouvoir faire en sorte que les gens qui m'entourent vont pouvoir être eux aussi meilleurs. Israël en hébreu c'est Israël, c'est ils seront Sar ministre, El Dieu. Ils seront les ministres de Dieu. Donc voilà, quand on prend Israël et qu'on le traduit, c'est ça. Donc les ministres de Dieu, c'est-à-dire on prend cette foi-là, on prend le mode d'emploi qui est la Torah en fait, et puis comment on arrive à le diffuser aux nations. Voilà, c'est notre rôle, c'est le rôle d'Israël. On n'est pas beaucoup, 14 millions sur 7 milliards, 0,2% de la population mondiale, et on essaye chacun, je crois, ce que vous faites, ce que chacun fait dans son coin, c'est notre rôle vraiment. Est-ce que vous avez reçu une éducation qui était une éducation autour de l'étude, autour de la foi, autour du respect peut-être? Vous avez été élevé dans une famille particulièrement pieuse ou pas? Dans une famille particulière sûrement, mes parents viennent d'Algérie. Okay, il y avait une grande foi, certainement. Ils étaient traditionnalistes comme c'était à l'époque. Mais c'était pas, il y avait pas d'études parce que c'était pas ce monde-là à l'époque. Mais par contre, il y avait un exemple extraordinaire. L'exemplarité de mes parents, voilà, voilà, c'est ce qui m'a fait grandir. Et vous avez rencontré ou vous avez senti ou vous avez comment est-ce que vous avez comment vous êtes le type que vous êtes aujourd'hui, quoi? Comment est-ce que vous avez trouvé justement ce chemin-là? Parce que quand on vous écoute, c'est très très émouvant d'ailleurs de vous écouter parce que on sent qu'il y a quelque chose presque d'initiatique dans ce que vous dites. C'est-à-dire que voilà, c'est un vrai parcours, c'est un vrai chemin, c'est voilà, vous l'avez trouvé, vous l'avez. Qu'est-ce qui a fait? C'est une rencontre qui a provoqué ça? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait, bien évidemment, avec l'éducation que j'ai reçue, mais ça s'est fait dans l'amélioration constante. Ma mère, c'était toujours, t'as fait ça aujourd'hui, mais fais un peu plus demain. Un peu plus.
Après 10, apprends 11. C'est toujours le coup d'après, le pas d'après, un petit peu plus, un petit peu mieux, un petit peu plus grand. Et n'aie pas peur, voilà, sois audacieux. Et donc, du coup, on s'améliore tout le temps. C'est une amélioration constante. Donc après, on s'améliore, ok, alors sur un point, sur un autre, puis après il y a l'étude, et puis l'étude, c'est sans fin. Et là, voilà, donc moi, en 94, j'avais 3 magasins, je gagnais bien ma vie, je me suis dit, il y a bien autre chose que ouvrir des magasins et donner de la vue à des personnes. Donc là, j'ai commencé à étudier plus, d'accord. Après j'ai rencontré ma femme, voilà, et puis après ça a été donc j'étais en entier avec 2 âmes qui se rencontrent, qui sont deux âmes sœurs, et bien évidemment ensuite ensuite l'un pousse l'autre et l'autre pousse l'un, et puis voilà, on a pu grandir ensemble. Comment est-ce que vous vivez, ou vous comprenez, ou vous vous étonnez de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, par exemple en France, avec une sorte de montée de l'antisémitisme qui paraît totalement insensée et qui dépasse d'ailleurs la France, qui déborde très largement en Europe. Alors on peut penser à la Hongrie, on peut penser à l'Italie, on peut penser à l'Espagne, à la Pologne, n'en parlons pas. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de pas de retour de l'histoire, mais enfin de vieux relents quand même? Il y a 100 ans, 70% des Juifs vivent en Europe. Aujourd'hui, il y a 7% des Juifs qui vivent en Europe. Il en reste encore un peu en France, un peu en Angleterre, ok, très bien. Mais on est vers la fin. Vous êtes les derniers des Mohicans. On est vers la fin des Juifs de France. Ensuite, au Japon, il n'y a pas de Juifs et pourtant le pays est antisémite. Comment est-ce possible? Mais il y a quelque chose qui est profond. Ça vient au début, on disait que c'est les Juifs qui ont tué Jésus, après les Juifs ceci, les Juifs cela. Ensuite, il y a une politique pro-arabe qui a été mise en place parce qu'il y a 15 millions de musulmans en France. Donc, politiquement, ils ont dit, on a plus intérêt à ne pas avoir de guerre civile demain et protéger les musulmans qui sont des gens magnifiques, mais juste ils s'identifient à un conflit palestinien. Mais quand on est à Jérusalem, les Palestiniens, les Arabes qui habitent en Israël ou en Judée-Samarie ou à Gaza, eux ne veulent pas d'État, ils veulent pas un État arabe en plus. Eux, ils veulent vivre en Israël. Il suffit juste de leur parler. Mais ici, on n'entend pas ça, on n'entend pas ces informations-là. Donc du coup, ça crée de l'antisémitisme que vous vivez aujourd'hui. Mais il n'y a rien de nouveau, quoi. Rien de nouveau. Il a pris un sens différent, mais il n'y a rien de nouveau. Quand vous écoutez justement les informations en France et qu'on parle du conflit israélo-palestinien, on en parle d'ailleurs de moins en moins ces derniers temps, est-ce que vous avez la sensation que c'est vraiment de la désinformation? Est-ce que c'est tellement éloigné de ce que vous vivez au quotidien? Alors, regardez, mes équipes, quand on travaille depuis 10 ans chez Optical Center, on vient en Israël et on fait une visite de 4 jours, on est ensemble, on se marre, etc. Et puis on a de tout qui arrive, donc de toutes les personnes qui travaillent, des musulmans, des chrétiens, des athées, des juifs, des tout ce que vous voulez, d'accord, des Chinois, des hindous, bref, tous ceux d'Optical Center. Et puis, à chaque fois, ils viennent et puis ils disent, mais c'est ça, on nous a menti alors à la télévision, on nous a menti dans la radio, à la télé, etc. Oui, ils se rendent compte de la réalité. Maintenant, ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le monde occidental n'a pas envie de montrer la réalité d'Israël? Pourquoi? En quoi c'est? Parce qu'en vérité, c'est insupportable, la réussite d'Israël. C'est insupportable qu'après 2000 ans d'exil, un peuple se retrouve sur sa terre, arrive à envoyer des engins sur la Lune, ou arrive à émerveiller le monde avec toute leur technologie, et tout ce qu'on est en train, ou alors l'agriculture de l'Afrique est en train d'être transformée par Israël. C'est magnifique. Donc on fait vraiment notre rôle de peuple élu, mais élu dans le but au service des nations. C'est ça, élu. C'est pas élu en haut, c'est élu au service d'eux. Alors, on dit que Israël, c'est le pays des startups, des start-upers, c'est le pays de l'imagination, de l'imaginaire, de tous les possibles. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace? Est-ce que vous avez des choses dans votre besace? Alors, j'ai vu de vous une interview qui m'a fait sourire quand Emmanuel Macron a lancé ses lunettes qu'on ne paierait plus, enfin avec et vous avez dit, moi je suis super content qu'il ait dit ça, puisque moi ça fait 25 ans que je le fais, donc forcément je suis assez content que le président de la République française suive mes conseils. Là encore, c'était d'inspiration c'était c'est le bon sens. La personne qui est à côté de vous, elle doit voir. Si elle a les moyens de mettre 20 €, elle met 20 €. Si elle a les moyens de mettre de 1000 €, elle met 1000 €. Mais chacun doit pouvoir voir correctement aujourd'hui, surtout dans un pays avancé comme la France. Donc nous on a lancé des forfaits qui étaient au prix du remboursement depuis le début, quoi, d'accord. Puis on a toujours vendu moins cher. Optical Center, toutes les personnes qui ont acheté chez Optical Center depuis 91 ont acheté leurs lunettes moins cher, le moins cher possible. En tout cas moins cher que chez tous nos concurrents. Et c'est pour ça qu'on est arrivé aussi à en être là aujourd'hui. Mais s'intéresser à l'autre, c'est ça. C'est ça. Emmanuel Macron m'a remis le prix du développement économique il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Du économique franco-israélien, et
Et lorsqu'il m'a remis ce prix-là, j'avais bien compris qu'il y avait une possibilité de le voir bien évoluer en politique, et surtout qu'il y avait une vraie volonté de se dire, on va essayer de fédérer et de réunir, de droite et de gauche, et des gens bienveillants et qui veulent construire quelque chose. Et je crois qu'il réussit. C'est bien. Une dernière question. Vous êtes aujourd'hui en Israël, mais j'imagine que vous négociez avec le monde entier, parce que nous, on parle des magasins en France, mais il y a des magasins dans toute l'Europe, et j'imagine que l'ambition... Est-ce que votre discours est entendu ? Ou est-ce que c'est un discours qui, finalement, est beaucoup plus tranquille dans une radio juive ? Votre discours est le même tout le temps avec n'importe quel interlocuteur ? Oui. Ce que j'ai à dire, je le dis, mais je le dis à vous, comme je le dis à un copain, ou comme je le dis aux personnes qui travaillent avec moi ici en France, au Canada, ou à Hong Kong, ou partout dans le monde, quoi. Vous êtes boycotté par les pays arabes ? Non, au contraire, j'aime les pays arabes, et et je les visite, et on se visite aussi, voilà. Vous savez, moi, je suis en relation avec des gens du Waqf qui sont sur le mont du Temple, et avec des personnes qui sont orthodoxes, religieuses, à Me'acharim. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté universel de la Torah. C'est la Torah pour tous. Voilà. Et il n'y a rien de plus humaniste que cette Torah-là en question. Merci infiniment, Laurent Lévy, d'avoir été avec nous. C'était une très jolie rencontre, en tout cas, me concernant. Merci. Merci.